Salut à tous, après 2 semaines d'absence, me voilà enfin de retour sur YouTube. Vous m'avez manqué, vous inquiétez pas. Et du coup, pendant ces 2 semaines, j'en ai profité pour breaker un petit peu de YouTube et j'en ai surtout profité pour réfléchir et reconstruire mes idées sur le futur de la chaîne YouTube. Je dédierai d'ailleurs dans une prochaine vidéo ce sujet où je parlerai notamment de l'année prochaine et des concepts que je compte avancer pour enfin avoir une idée fixe de cette chaîne YouTube qui est sans cesse en changement et en évolution. Mais avant cela, petit aparté, je voudrais vous remercier de m'avoir soutenu sur Instagram. On a atteint la barre des 1000 followers. Aujourd'hui, c'est une barre signifiante qui ne symbolise que le début, comme je l'ai dit dans un petit post Instagram. Donc vraiment, je voudrais vous remercier à tous ceux qui nous soutiennent sur Instagram. C'était le début, ça me fait chaud au cœur et ça me pousse à poursuivre mes efforts. Donc merci à vous. Bon, maintenant je vais vous présenter le Money Time. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas encore décidé à quel rythme je produirai ce type d'émission, donc vous saurez sans doute ça dans ma prochaine vidéo. En tout cas, le Money Time, c'est une émission sur le basket européen où on parle d'un sujet actuel. C'est une émission qui dure, je pense, entre 15 voire 30 minutes, voire 1 heure. Et en fait, à chaque émission, j'aimerais avoir un invité, c'est-à-dire une personne, un fan de basket, un fan de tel club, un fan de recoupe d'Euroleague, même un joueur, ça serait le Graal. Mais aujourd'hui, vraiment une personne banale, normale, qui, même si vous suivez cette chaîne, si vous voulez participer à une des émissions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prends vraiment tout. Et donc voilà, je vous présente cette émission. Pour ce premier épisode, je serai bien évidemment tout seul, l'histoire d'instaurer. Mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire de discuter d'un thème d'actualité. Aujourd'hui, je vais vous parler du Final Four, des différentes confrontations et de mes previews. C'est une grande première, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau concept en commentaire. Et moi, je vous dis, on est tout de suite parti. Allez, je vais démarrer en mode free flow. J'aimerais bien parler, dans cette première partie de l'émission, de nos Français qui vont jouer donc le Final Four. Ils sont 3. J'aurais bien aimé, je vous avouerai, voir Nando De Colo, le Français... mythique des Final Four, qui malheureusement n'a pas pu participer dû à la non-qualification au Final Four de son club, le Fenerbahçe, mais je suis sûr qu'il reviendra plus fort avec cet effectif du Fenerbahçe, donc il va nous manquer, mais c'est pour revenir plus fort, je le crois. Le premier joueur dont j'aimerais parler, c'est Rodrigue Bobois, le Français le plus performant de ses quarts de finale, qui s'est qualifié pour le Final Four, 15,2 points de moyenne en quart de finale, 2,8 rebonds, 2,6 passes, à 54% à 3 points. Rodrigue Bobois, il a réalisé tout simplement des performances très impressionnantes, même si j'ai pas trouvé d'autres termes, mais vraiment moi il m'a surpris dans le sens où je l'attendais pas à ce level là, Rodrigue Bobois, ou du moins pas avec un tel impact dans le jeu. Il a clairement montré qu'il pouvait être le sniper et le scoreur de cette équipe de l'Anadolu Efes Istanbul. Et quand on a vu un Shane Larkin un peu plus en difficulté, il était là pour mettre les shoots, tout comme Vasilije Micic qui était plus en difficulté, il était là. Et il a vraiment montré qu'il était très important dans ce groupe. Il finit deuxième meilleur scoreur de l'Anadolu Efes Istanbul, avec derrière Vasilije Micic, qui finit quand même dans le 5 majeur de la saison. Et honnêtement, il a montré qu'il pouvait être là, sniper, 54% à 3 points, j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce chiffre. C'est énorme, avoir plus de 50% à 3 points, déjà c'est excellent, mais Rodrigue Bobois, il montre son efficacité au tir. Vraiment, quand on le voit prendre ses catch and shoot sur catch and shoot très efficaces, on peut ressortir sur lui. Il n'y a pas besoin de faire de prière pour que ça rentre, vraiment une efficacité. Et dans ce rôle soit de dernier rempart pour prendre un shoot, ou même de scoreur à l'extérieur, de shooter, il va être très menaçant. Il va aussi extérioriser la défense, ce qui fait que la défense va venir le presser très haut pour pouvoir plus jouer à l'intérieur, notamment je pense sur des Stanley. Donc vraiment, Rodrigue Bobois, félicitations pour ses quarts de finale. Maintenant, voilà, je vais être exigeant, j'attends qu'il réponde présent pour ce Final Four. J'attends qu'il réponde présent contre le CSKA Moscou. Il va y avoir de la grosse défense face à lui, il va y avoir un Daniel Hackett. Je pense que ça va être assez intense, ça va être sévère, mais va falloir maintenant qu'il poursuive et que l'Anadolu s'appuie sur lui pour vraiment trouver le scoring. Allez, deuxième Français dont je voudrais vous parler, c'est Adrien Moerman, deuxième Français qui joue du côté de Istanbul et de l'Anadolu Efes. Adrien Moerman, il a eu des quarts de finale un petit peu plus compliqués. Statistiquement, 3,2 points, 2,8 rebonds, 4,2 d'évaluation, à 62% au tir, en 17 minutes de temps de jeu moyen. Je pense qu'Adrien Moerman n'a pas perdu la confiance de Ergin Ataman, loin de là, qu'il a montré ce qu'il avait à dévoiler, mais qu'il n'a pas non plus su prendre ses responsabilités comme il le pouvait. Genre, ce que je veux dire,
c'est que Adrien Moerman n'était pas la première arme au scoring, donc il n'a pas forcément pu scorer des masses, mais il a clairement montré qu'il pouvait aussi avoir un rôle dans le jeu, même s'il a été moins performant. Adrien Moerman a tenu quand même, voilà, on lui a responsabilisé de 17 minutes de temps de jeu par match, et puis en plus Chris Singleton, pardonnez-moi, a bien performé, donc forcément Adrien Moerman avait moins de ballons pour lui, mais il a montré que dans son rôle de défenseur, pour apporter son physique et des fois un petit shoot extérieur à mi-distance pour écarter aussi la défense ou même pour finir près du cercle, on pouvait le voir aussi assez efficace. Je pense qu'honnêtement, il va se ressaisir sur ses demi-finales. En tout cas, il n'y a pas de raison, il a la confiance de son coach et voilà, il va donner tout et on attend vraiment un grand Adrien Moerman, mais en tout cas, d'un côté déçu par ses stats qui ont un petit peu diminué, mais d'un côté satisfait parce qu'il a toujours une appartenance et une efficacité au sein de ce groupe. Allez, le dernier français dont j'aimerais aborder, et oui, vous avez pu le voir à ma tête, je suis un petit peu déçu, c'est Léo Westermann, le meneur du FC Barcelone, qui malheureusement a passé des quarts de finale, mais très très compliqué, dans le sens où Léo Westermann n'a quasi pas joué. Léo Westermann a joué à seulement un match pour 4 minutes de temps de jeu et pour moins de d'évaluation. Allez, bye bye, fini, fin de match. Je sais pas si ce que Jasikevičius a, même ce que le FC Barcelone a avec les Français, mais en tout cas, c'est pas un club qui apprécie cette nationalité-là. Léo Westermann, qui a clairement été remplacé par Leandro Bolmaro. Leandro Bolmaro qui était envoyé pour défendre sur Kevin Pangos. Et du coup, il a perdu tout son jeu, il a pas eu ses minutes, il a pas eu le temps de jeu qu'il voulait. Et je trouve ça un peu décevant pour Léo Westermann qui a prouvé, qui a aussi une certaine expérience dans différents clubs en Euroleague et qui peut montrer réellement l'impact qu'il peut avoir. Et aujourd'hui, voilà, je suis un petit peu déçu pour Léo Westermann. J'espère que son temps de jeu va se renouveler et qu'il va pouvoir de nouveau jouer en play-off au Final Four contre Milan avec le FC Barcelone. Mais honnêtement, j'y crois peu. Et je pense qu'aujourd'hui, le FC Barcelone attend juste la fin de la saison pour l'envoyer à Žalgiris Kaunas, puis dire voilà, Léo Westermann sera passé par le FC Barcelone, il en rêvait, puis c'est plié. J'ai un peu cette impression-là. C'est dommage pour lui, même si Léo Westermann reste un joueur très très excellent techniquement. Je l'ai vu faire d'excellentes passes. Je pensais qu'il avait bien réussi à s'intégrer. Malheureusement, on peut voir que le FC Barcelone, c'est quand même une grosse armada et que c'est dur de faire jouer tous les joueurs. Bon, comme vous avez pu le voir au titre, c'est une preview, donc j'ai parlé un petit peu des Français. Maintenant, je vais désormais prédire le match qui oppose Milan au FC Barcelone. C'est la première rencontre de ces quarts de finale, le premier contre le quatrième de la saison régulière. Et d'abord, je voudrais mettre dans le contexte de ces deux matchs Milan qui s'est défait du Bayern Munich 3 matchs à 2 dans un Game 5 complètement dingue, dans une série très serrée et une série très physique et très intense. Et de l'autre côté, on a le FC Barcelone qui s'est défait aussi en 5 matchs du Zénith Saint-Pétersbourg dans des 4 premiers matchs très intenses et un cinquième match largement dominé par les Barcelonais qui ont été le premier d'Euroleague qui a été en difficulté contre le 8ème, et c'est ça mes inquiétudes. Je reparlerai de ça après. Je voudrais faire une petite aparté sur les joueurs à suivre de cette rencontre. Pour moi, ça a été dur d'en sélectionner 4 parce que je me suis dit on va en sélectionner 4, on va poser un chiffre, sinon je vais vous citer, pardonnez-moi, tous les joueurs de l'effectif et je vais vous dire voilà, faut tous les suivre. Mais aujourd'hui, du côté de Milan, les deux joueurs à suivre pour moi sont Malcolm Delaney, qui a prouvé honnêtement sur les deux derniers matchs, le match 4 et 5, pardonnez-moi, de ces quarts de finale, qui pouvaient être largement présents. L'adresse était là, la filoche. Et puis on attend aussi de voir le retour de Malcolm Delaney face à son ancienne équipe, le FC Barcelone. On dit que toujours les joueurs qui ont joué pour une telle équipe vont performer quand ils vont la re-rencontrer. C'était le cas de Kevin Pangos. Donc j'ai hâte de voir Malcolm Delaney. Le deuxième joueur... Oh là là, j'ai bégayé, vous voyez, en mode free flow, on bégaye. Le deuxième joueur que j'aimerais voir, c'est Shavon Shields. Bien évidemment, l'expérience américaine de cette équipe. Et Shavon Shields, il a fait un match dantesque contre le Bayern Munich lors du match 5. Et honnêtement, il a prouvé qu'il pouvait être d'une importance capitale pour cette équipe de Milan. Et franchement, à noter, Shavon Shields, il va vraiment être à surveiller pour le FC Barcelone, parce que techniquement, il est très fort et qu'il est capable d'être menaçant près du cercle, dos au poste, à 3 points, à mi-distance, sur la ligne des lancers francs. Donc avec cette polyvalence, il va être vraiment surveillé. Joueur du côté du FC Barcelone, Brandon Davis, qui a performé du côté des quarts de finale, qui a fait des performances je vais pas dire hors norme, mais qui a fait des performances à la hauteur
on l'attendait vraiment pas, on attendait plus un Nikola Mirotic. Mais voilà, j'ai envie de le voir continuer à performer face à une raquette de Milan qui est pas un petit peu, mais qui est un peu plus en difficulté, même s'il y a Kyle Hines qui défend très bien, c'est un peu plus compliqué. Allez, on continue. Et le dernier joueur, c'est Nikola Mirotic, qui a fait des quarts de finale dégoûtants, ignobles. Je suis désolé pour lui, qui m'a complètement déçu. C'est pour moi clairement MVP favori aujourd'hui. Pour moi, il va pas aller faire un quart de finale aussi décevant, et malheureusement, si, il m'a déçu complètement, Nikola Mirotic. Donc voilà, j'attends un rebondissement de sa part. Je veux le voir rebondir sur cette série et prouver qui il est réellement. Je sais que c'est un joueur qui a un très bon mental, donc honnêtement, je doute pas de ça. Et après, voilà, c'était mes 4 joueurs. Dites-moi, vous, les 4 joueurs que vous aimeriez bien suivre lors de ces quarts de finale. Allez, je vais continuer. J'ai parlé un peu de cette série. C'est en match direct pour préciser, parce que vous avez été beaucoup à me demander ça sur Instagram notamment. Est-ce que c'est du match direct, l'Euroleague? Bien évidemment. Donc, Milan-Barça, honnêtement, mon pronostic, les Milanais. Attendez, je m'explique avant qu'on vienne m'insulter en commentaire. Les Milanais, pour moi, aujourd'hui, ont prouvé face au Bayern qu'ils avaient une réelle solidité, face à un Bayern que c'est très solide. Et je pense qu'aujourd'hui, les Milanais, ils peuvent maintenir cette force en leur faveur. De plus, on a un FC Barcelone qui est passé totalement à côté de ses rencontres, qui est passé totalement à côté de son niveau de jeu, plutôt devrais-je dire, contre le Zénith Saint-Pétersbourg. On les a vus en réelle difficulté. Et je commence à être un petit peu douteux sur ce FC Barcelone, à me dire, bah, ils ont une grosse armada, mais peut-être pas assez pour dominer l'Euroleague, même si on les a vus quand même assez performants lors du match 5. Voilà, va falloir reproduire face à un coach qui est Ettore Messina, qui analyse très bien le jeu des équipes adverses, comme le Zénith Saint-Pétersbourg l'a d'ailleurs fait. Je pense qu'honnêtement, en match direct, on peut vite fait voir une défaite du FC Barcelone. Et voilà, il suffit vraiment d'un match à côté, mais en tout cas, j'attends vraiment des gros duels, que ce soit au poste d'ailier, vraiment partout, ça va être vraiment des gros matchs, deux grosses armadas qui s'affrontent, deux grosses armadas avec des gros joueurs de très grande qualité, qui savent mixer expérience, qualité individuelle, et tout ça. Donc vraiment, j'attends vraiment de cette rencontre, et je vais la regarder avec d'un œil attentif, et en tout cas, ça nous promet du gros joueur, et de la grosse opposition. Honnêtement, dites-moi vous d'ailleurs votre pronostic en commentaire sur cette rencontre. En tout cas, moi, il est clairement en faveur des Milanais. Après, je ne dis pas que Milan va obligatoirement s'imposer, hein. Le FC Barcelone reste premier d'Euroleague et a quand même des ressources assez fortes dans son équipe et a vraiment beaucoup de joueurs sur lesquels ils peuvent compter, que ce soit offensivement et même défensivement, comme on a pu le voir avec Pau Gasol qui, malgré son âge, arrive à prouver qu'il peut défendre. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir cette série et pour moi, elle va être réellement intéressante. Bon, je vais désormais vous parler de la deuxième opposition qui concerne ce Final Four, qui n'est autre l'opposition entre l'Anadolu Efes Istanbul et le CSKA Moscou. Retour en arrière, on va parler des quarts de finale de ces deux clubs, l'histoire que je vous présente un petit peu ce que ces deux clubs ont fait. A noter que l'Anadolu Efes Istanbul s'en est sorti après 5 matchs plutôt, 3 rencontres logiquement, contre le Real de Madrid. 2 premiers matchs gagnés très largement, mais les 2 matchs retour complètement en difficulté. Ils ont craqué psychologiquement dans le quatrième carton dans les 2 rencontres qui ont été totalement similaires. Et du coup, le Real de Madrid s'est arraché un match 5 totalement ultra tendu en fin de match, mais grâce à un shoot de Chronostav Simon, l'Anadolu Efes Istanbul se qualifie de justesse. Et donc honnêtement, ils peuvent remercier vraiment ce match, le shoot de Chronostav Simon, et parce que le Real de Madrid a bien failli réaliser le comeback de ces playoffs. Du côté du CSKA Moscou, ils sont emparés du Fenerbahçe en 3 matchs, même si c'était un Fenerbahçe très affaibli dû aux cas de Covid, aux blessures, notamment Yann Vesely, à l'absence du coup de Edgaras Ulanovas, de Dishon Pierre. C'était un Fenerbahçe vraiment très affaibli, quasi avec que Nando De Colo, j'ai envie de vous dire, et Kylo Quinn, il y avait que ce duo là. Ils ont su prendre clairement ses défauts et ses défaillances du côté du Fenerbahçe pour les mettre en leur faveur et s'imposer 3-0, sweeper le Fenerbahçe, un Fenerbahçe donc affaibli, mais ils l'ont sweepé, donc rien à dire. Parcours parfait pour l'instant pour le CSKA Moscou qui va retrouver du coup l'Anadolu Efes Istanbul. Allez, les 4 joueurs à suivre, je m'enjaille un petit peu. Le premier joueur à suivre, Vasilije Micic. Pour moi, c'est aujourd'hui un joueur très important. Il finit dans la première équipe de la saison en Euroleague. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo award. Je sais pas si j'en ferai une. Mais en tout cas, il finit dans la première équipe de la saison. Donc honnêtement, il va être à suivre. Il a fait plutôt des bons quarts de finale. En fait, il a fait des grosses perfs.
petite perf, grosse perf, petite perf. Et au final, tout ça mélangé, ça fait une moyenne de 17 points. Donc globalement, c'est plutôt positif, ce que nous a fait Vasilije Micic. Deuxième joueur à suivre, ça va être Shane Larkin, pour bien compléter ce duo Micic-Larkin. Honnêtement, il a fait, lui par contre, il a imposé une certaine régularité lors de ses playoffs, finissant la meilleure évaluation en quart de finale de l'Anadolu Efes Istanbul. Il a prouvé réellement qu'il pouvait être présent, et vraiment c'est ce duo que je vais regarder attentivement lors de cette opposition entre l'Anadolu et le CSKA Moscou. Allez, côté moscovite, le premier joueur que je vais regarder, c'est bien évidemment Will Clyburn. Pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi Will Clyburn? Will Clyburn, pour moi, il réalise des quarts de finale dantesques. Il a été excellent, hein, pour si vous l'avez pas vu. Il fait une performance à 38 déval, je crois, il me semble. Et vraiment, il a été monstrueux. Il finit MVP du mois d'avril. Totalement mérité pour Will Clyburn. Il a pris les rênes de son équipe du CSKA Moscou après le départ de Mike James, statistiquement, avec les rebonds, les points, 22 déval de moyenne. Non, franchement, Will Clyburn, on va falloir vraiment surveiller. On va voir s'il va continuer, poursuivre sur cette lancée statistiquement. On va voir s'il va être capable d'avoir un aussi grand impact contre une équipe de l'Anadolu Efes Istanbul. C'est pour ça que je le mets dans les joueurs à suivre. Deuxième joueur à suivre, c'est le Danois Yves Lundberg. Oui, Yves Lundberg fait bien partie des joueurs à suivre. J'ai décidé de le sélectionner parce que Yves Lundberg a fait encore des très bons quarts de finale et que depuis qu'il est arrivé au CSKA Moscou, il a réellement trouvé son rôle. Et honnêtement, depuis le départ de Mike James, même j'ai envie de vous dire, il a plus de temps de jeu et forcément, il a plus de temps pour s'exprimer. Et aujourd'hui, il peut montrer à cette équipe du CSKA Moscou qu'il peut avoir une réelle importance comme il l'a fait lors du match 5 où il a compilé, lors du match 3 pardonnez-moi, où il a compilé 32 d'évaluation. Je pense que c'est un joueur, c'est un talent inné. Yves Lundberg, personne ne l'avait remarqué, il s'est dévoilé, j'ai envie de vous dire, cette année. Et honnêtement, voilà, la super recrue du CSKA Moscou, j'ai hâte de voir comment il va faire pour son premier Final Four, comment il va jouer aussi, et de voir s'il va continuer ses performances et à briller sur le terrain. Désormais, je vais vous pronostiquer la rencontre entre l'Anadolu et le CSKA Moscou, mes previews dans cette rencontre. Honnêtement, pour moi, ça va être trop dur pour un Anadolu Efes Istanbul d'aller chercher ce CSKA Moscou qui, pour moi, est clairement favori de la rencontre. Ils l'ont prouvé avec l'équipe qu'ils ont, même si aujourd'hui, même si Can Gelia, je ne l'ai pas mis dans mes joueurs à suivre, il a quand même fait des bons matchs très polyvalents, notamment je pense à sa capacité à ressortir le ballon à l'extérieur, à trouver même des petites relations avec Wackman ou avec Clyburn, Lundberg. Et honnêtement, il y a plein de qualités qui sont engendrées dans cet effectif. En plus, psychologiquement et même mentalement, aujourd'hui, l'effectif va mieux depuis le départ de Mike James qui était un peu plombeur d'ambiance. Et honnêtement, ce CSKA Moscou, pour moi, est largement favori sur l'affiche face à un Anadolu Efes Istanbul qui possède certes des qualités, mais qui aura besoin, encore une fois, de tout son jeu. Je pense que, voilà, si l'Anadolu Efes Istanbul veut s'imposer, ils doivent compter sur une grosse performance de son duel d'arrière, Micic, Larkin, et une bonne performance dans la raquette aussi de Sektar Sanli, qui a quand même montré quelques petits défauts sur cette série. Mais honnêtement, l'armada du CSKA Moscou, pour moi, ne fera qu'une bouchée de cet Anadolu Efes Istanbul. J'ai pas dit que ça allait être un match, une déculottée de la part du CSKA Moscou, pardonnez-moi. Mais honnêtement, pour moi, ça s'annonce plutôt un plus 10 pour le CSKA Moscou. Je vois vraiment un match assez serré globalement et un avantage pris en fin de rencontre dans le quatrième quart-temps, comme on a vu en Anadolu Efes Istanbul très défectueux lors du quatrième quart-temps. Du coup, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Je vais maintenant vous parler de ma preview de cette finale. J'ai pas parlé de la petite finale, honnêtement. Je me suis dit que j'allais pas me pencher sur l'affaire. Le plus intéressant, c'est le titre. Donc, j'envoie Milan contre le CSKA Moscou dans cette finale. Je vais pas vous parler des joueurs à suivre, bien évidemment. L'Olympia Milano contre ce CSKA Moscou, honnêtement, ça va être une finale très intéressante, avec une finale de coaching aussi, avec deux coachs qui vont devoir faire les bons choix, parce que quand on a une aussi grande armada comme Milan et le CSKA, il va falloir aussi faire les bonnes rotations, plutôt reposer ce joueur à telle période. Et franchement, honnêtement, quand je vois une finale CSKA Olympia Milano, je me dis qu'il va y avoir honnêtement beaucoup de spectacles et je ne peux pas pronostiquer un vainqueur. Je vais quand même en faire un parce que je suis gentil avec vous, mais quand je vois cette finale, elle me fait tout simplement rêver. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir surveiller Shavon Shield,
qu'il va falloir surveiller de l'autre côté Will Clyburn. J'ai envie de les voir s'affronter, j'ai envie de voir ce duel, comment ça va construire autour d'eux. J'ai envie de voir la défense de Daniel Hackett. Et pour moi, je vais quand même mettre le CSKA Moscou au-dessus de cette Olympia Milano et de cette équipe de Milan, coachée par Ettore Messina. Je pense que Dimitris Itoudis va aller chercher encore une fois un titre de champion d'Euroleague et le Final Four. Parce que honnêtement, avec l'armada qu'ils ont construit depuis le début, les recrues, les très bonnes recrues, notamment je pense à Michael Eric en pigiste médical de Nicolas Milutinov, qui globalement, on va pas se mentir, fait le job physiquement, même si on l'attendait pas au niveau de Nicolas Milutinov, parce que clairement, il peut pas remplacer, mais honnêtement, il a son impact. Yves Lundberg, rien à dire. Et voilà, je pense que cette armada va aujourd'hui prendre le dessus. Dimitris Itoudis a la connaissance et l'expérience de ses Final Four et il va savoir coacher cette équipe. Il va savoir faire les bonnes rotations, savoir jouer sur expérience, sur qualité individuelle. Et même si cette équipe de Milan est très intéressante, je vois son parcours s'arrêter en finale, malgré le fait qu'il y a d'ailleurs pas mal d'expérience du côté de cette équipe de Milan avec Kyle Hines, Luigi Datome et Sergio Rodriguez. Je pense que aujourd'hui, je crains plus un Kevin Punter qui veut prendre les choses à son compte et qui peut emmener Milan vers le bas. Et contrairement au CSKA Moscou, vraiment cette expérience elle est basée partout. Et aujourd'hui, à part Yves Lundberg, Michael Eric, on n'a pas vraiment de joueurs qui aujourd'hui découvrent le Final Four. Will Clyburn, le Final Four il connaît. Daniel Hackett, ça connaît. Il connaît. Darren Hilliard, il a cette expérience européenne et cette intensité à la main qui fera qu'il ne va pas tirer vers le bas son équipe en voulant prendre les choses à son compte. Et honnêtement, faut que je pronostique aussi un MVP du Final Four. Et je vais décerner à non pas Yves Lundberg, vous l'avez cru. Non, Will Clyburn honnêtement mériterait d'être MVP du Final Four. Je l'attends vraiment très haut. Et je pense qu'il est en confiance en ce moment. Et la confiance va se poursuivre. C'est un joueur qui a besoin de cette confiance pour alimenter son niveau de jeu. Et aujourd'hui, je vois Will Clyburn emmener cette équipe du CSKA Moscou et finir MVP du Final Four. Oui, on arrive à la fin de cette première émission. Donnez-moi votre avis sur cette émission. Comme vous avez pu le voir, on était en mode free flow. Honnêtement, j'ai beaucoup bégayé. J'avais forcément un argumentaire. J'arrivais pas à placer mes arguments. J'avais pas un texte écrit à côté de moi. Enfin, moi, j'ai quelques petites notes. Je sais pas si vous voyez là à la cam. Mais voilà, j'ai rien de plus. Donc, j'ai quelques stats. Et j'ai essayé de construire mon argumentaire, c'est comme ça que je voudrais vous proposer ces émissions. Dites-moi ce qu'il y a à améliorer, dites-moi si vous voulez participer à la prochaine émission. Je sais pas encore sur quel sujet ça va être. Et moi je vous attends nombreux, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Je me donne à fond, voilà. Ça m'a pris pas mal de temps à tourner cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On passe les 200 abonnés très bientôt. Alors je vous attends au tournant et puis moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe pour sans doute une prochaine émission. Mais avant ça, il y aura la vidéo où je parlerai de l'avenir de la chaîne YouTube. Donc je vous donne rendez-vous. Allez, à plus, portez-vous bien.